Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog qui est absolument incroyable. Je suis invité par Alpine F1 Team, j'ai même la veste et tout. Je suis invité par Alpine F1 Team pour simplement le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça va être absolument dingue, on va être dans le garage, on va tout voir. Je vais essayer de tout vous faire découvrir. Suivez-moi, je vais essayer de vous emmener dans le paddock, je vais essayer de filmer un maximum de choses parce que quoi qu'il arrive, on va être restreint à un moment donné. Il y a des trucs que je vais pas pouvoir filmer. Donc voilà, un gros merci à Alpine F1 Team évidemment de m'inviter pour cet événement, pour ce Grand Prix absolument incroyable. On est à Silverstone, c'est l'endroit où est né le championnat du monde de Formule 1. C'est là où il y a eu le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Donc du coup, c'est absolument incroyable. Et puis on va partir simplement faire un petit tour du paddock tranquille. Let's go! Et nous voilà dans le paddock, mesdames, messieurs, grâce au précieux sésame. Ça, c'est magnifique. Avec monsieur Ben Sulayem juste devant, le président de la FIA. Sachez que là, aujourd'hui, il y a Netflix qui est avec Alpine. Donc ça risque de promettre peut-être du drama. Attention à Alonso, Ocon vont s'embrouiller, c'est sûr et certain. Grosse rivalité. Donc là, on a les camions techniques. Donc là-dedans, on met tout le matériel, tout simplement. Ici, c'est là où, en haut, on a la salle des ingénieurs. En dessous, on a les pneus où on les garde. Et puis nous, notre paddock, il est là. Bon, alors, il y a les poubelles, faites pas gaffe. Parce qu'il faut bien avoir des poubelles. Mais voilà, notre joli paddock, magnifique. Et si on veut rentrer dans le garage, il suffit de contourner un petit peu le bâtiment technique. Et l'entrée du garage, elle se fait là. Voilà. Ils sont en train de faire chauffer les voitures, là, je crois, de mémoire. Ça sent déjà la gomme, ça sent un peu l'huile. Et là, du coup, ça se prépare pour la FP1 tout simplement. Donc là, on a branché toutes les couvertures chauffantes au plafond. Et on fait cuire les pneus avant de pouvoir les emmener dans le garage. Là-bas, il y en a d'autres qui sont là-dedans et là-dedans. Je crois que là-dedans, il y a les pneus et là, doit y avoir des pièces moteurs, ailerons, etc. Genre du carbone et tout. Donc on a tout ça ici. Donc là, il y a les pièces d'Esteban Ocon. Un petit peu de mousse. Oh, de l'Alcantara, c'est beau ça, belle finition. Du scotch. Et on va pas trop le toucher sinon on va se faire engueuler. Et là on a le headrest de Esteban, magnifique. C'est mou hein, pour amortir l'aileron, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, ça c'est un peu mou aussi. Et ça c'est mou. L'aileron il vient taper ici comme ça, là, direct. Et on soulève la caisse. Et donc ça c'est le cric arrière, c'est là où il y a la crash box qui vient se mettre. Là pareil c'est un petit peu mou. Mais c'est en carbone et hop, on soulève l'arrière de la voiture avec ça. Tout simplement. Même ce qu'il faut là. Tout ça c'est pneumatique. Voilà. En train de faire chauffer les moteurs, on est en train de régler les ailerons pour un petit peu tout le monde. Il y a du monde dans la pit lane, il y a tous les VIP, etc. Pour venir un petit peu regarder le spectacle. On est en train de remettre le capot moteur de Fernando, la voiture d'Esteban, on a déjà fait la chauffe du moteur. Donc ça va partir là, on commence à vraiment rentrer dans le week-end.
Bon alors, avant de se lancer dans les séances de free practice, les séances d'essai libre, les mécanos s'entraînent pour faire des pit stops, généralement le vendredi matin. C'est jamais directement l'un des deux pilotes titulaires qui se trouve dans la voiture pour la freiner. C'est soit un mécano, soit quelqu'un de l'équipe. On se dit, allez, vas-y, rentre dans la voiture, c'est toi qui vas la freiner. Alors dans ce cas présent, c'est Pauline, qui n'est pas du tout mécanicienne, à qui on a confié la tâche d'appuyer sur le frein une fois qu'on lance la voiture. Ils ont fait 2-3 essais pour voir si elle arrivait à bien s'arrêter sur les marques, parce que c'est l'objectif quand même. Mission accomplie, et hop, on commence véritablement l'entraînement. Alors d'abord sur changer les pneus en tant que tel, puis ensuite sur un exercice de placement complet depuis le garage jusqu'à changer les pneus complètement de la voiture. Alors dans le garage, c'est assez simple. Pendant la course en fait, ou les qualifications par exemple, on amène les pneus. Chaque train de pneus a des codes ou des références parce que déjà on a 3 types de pneus avec les soft, les médiums et les hard. Et en plus de cela, en fait, on peut aussi avoir des trains de pneus sur lesquels on va mettre des pressions qui sont différentes d'un train à l'autre. Du coup, au lieu de dire dans le feu de l'action, bon alors, allez me chercher des softs avec telle et telle pression, ouais non, genre le mécano il va pas aller voir, tiens mais où est-ce qu'on a foutu ces pneus quoi. Donc non, du coup, on donne des codes à chaque train de pneus. Comme ça, on est censé éviter ce qui est arrivé à George Russell finalement à Sakir en 2020 par exemple. Pour terminer, de part et d'autre du garage, juste au niveau des écrans, les mécanos ont un feu rouge et un feu vert. Le rouge clignote pour dire « Frère, ton pilote arrive là, faut que tu sois vraiment prêt avec ton pneu ». Feu vert, hop, tel un ballet à l'opéra, tout le monde sort et est prêt à accueillir la voiture. Donc là, vous voyez le monsieur qui est juste là avec la chasuble pit lane. C'est celui qui vérifie qu'on met les bons pneus aux bons endroits. C'est lui qui justement vérifie si tout est en règle avant que la voiture prenne la piste ou quand la voiture revient justement au stand pour savoir si tout est nickel. On va utiliser la tige pour démarrer la voiture. Tout simplement. Dans la boîte de vitesse directement et on va démarrer la voiture d'Esteban Ocon. Alors avant de démarrer la voiture, il faudrait qu'on mette de l'essence. Donc là, on va mettre de l'essence dans la voiture d'Esteban. On va prendre la voiture et on va faire arriver de l'essence depuis le mur. Carrément, c'est juste à gauche. Voilà. Donc là, on va faire le plein où on va mettre le carburant pour le premier run de la FP1, je suppose, quelque chose comme ça. Alors forcément, les free practice commencent toujours par un premier check radio pour savoir si on entend bien le pilote à l'arrêt. Et on va faire un check radio à quasiment tous les virages du circuit lors de la toute première sortie en piste de la voiture du week-end. Alors avant de prendre la piste, qui plus est dans des conditions un peu pluvieuses pour cette FP1, quoi qu'il arrive, en fait, l'ingé va prendre le temps de faire un petit point météo et un petit point sur les conditions de piste, comment on s'attend à ce que cela évolue pendant la séance, et donc cela donne une sorte de plan de marche. On a déjà un plan de marche et en fait, ça va le faire évoluer d'une certaine manière, ça va justifier certains choix de pneus et du moment où on va sortir du garage par exemple. Tout le programme de travail a été établi avant la séance, donc quand on arrive dans le garage, tout le monde sait ce qu'il doit faire et les pilotes aussi, pour qu'on se concentre uniquement sur le travail en piste et non pas à perdre du temps sur les procédures on va dire, ou de se poser la question, ok Dag, donc maintenant on fait quoi? Non, on a 3 fois 1 heure dans le week-end, c'est le moment de bosser et de perdre le moins de temps possible. Parce que c'est comme ça qu'on développe la voiture, donc faut y aller et faut que tout le monde sache ce qu'il faut faire. On perd pas de temps sur les procédures. Il n'y a que l'ingénieur de piste du pilote qui parle au pilote. Une fois de temps en temps, sur des occasions un petit peu rares, le team principal peut prendre la parole, mais sinon le pilote n'a qu'un seul interlocuteur. Il a déjà largement assez de boulot à faire dans la voiture tout seul, surtout avec son ingé qui lui donne plein de consignes. Alors en coulisses, par contre, on a une cascade de monde qui se parle les uns avec les autres. C'est à la fois le gros bordel absolu et en même temps c'est hyper carré en termes de processus. En fait, l'ingé piste va parler avec l'ingénieur qui est responsable du moteur, celui qui va faire les procédures pour mettre en route le moteur. On n'allume pas un moteur de Formule 1 comme ça. Et il va parler aussi à l'ingénieur du châssis, qui lui a plein de data sur le comportement de la voiture. Et il va parler aussi à tous les mécanos si besoin. Puis derrière, il va parler aux stratèges et à probablement encore quelques autres personnes qui peuvent être soit sur place sur le circuit, soit à l'usine, qui sont en train aussi de regarder ce qui se passe. Et tout ça, en fait, il va devoir prendre et traiter toutes les informations correctement pour à la fois prendre la bonne décision et à la fois donner l'info hyper nette, concise et utile à son pilote. Donc ça joue sur 3 fois rien et il faut être vraiment super synthétique dans sa tête.
Avant de sortir la voiture, l'ingénieur de piste d'Esteban Ocon, par exemple, va lui demander certains réglages sur le volant pour pouvoir partir, quel mode moteur on va mettre, quelle intensité de recharge et de décharge de la batterie, etc. Une fois que la voiture roule, le pilote et l'équipe savent d'avance combien de tours il faut faire, sauf problème ou à la demande du pilote, on fait tous les tours prévus et l'ingénieur de piste s'occupe de donner le trafic essentiellement à la radio sur ces séances d'essai libre et de prendre les premiers ressentis de la voiture pour d'éventuels éléments, tu vois, par exemple, pour Alonso, c'était ok, est-ce que tu as un retour à faire sur le bouncing ou le porpoising? Oui, j'ai surtout du porpoising, pas de bouncing. Et du coup, une fois qu'il rentre au stand, on a le premier vrai débrief du pilote à son ingénieur qui va écouter et prendre note. Les pilotes, alors dans le cas de Fernando et d'Esteban, restent dans leur voiture pour faire leur premier débrief à la radio. C'est pratique parce que tout le monde les entend, même à l'usine, donc c'est encore mieux. Je sors du paddock de F2 et F3, dis un petit bonjour à Victor Martins et on l'a salué pour son premier podium du week-end, puisqu'il a fini deuxième juste derrière Isaac Hadjar. Toujours très intéressant de voir la F2 et la F3. J'étais chez Hard Grand Prix grâce à Romain Bécard, que vous connaissez forcément parce que j'avais fait une interview de ce jeune homme ingénieur data de Théo Pourchère chez Hard Grand Prix. Et donc du coup il m'a montré un petit peu les coulisses F2, F3, mais j'ai pas voulu trop filmer de choses, tu vois, et du coup on fera tout simplement une visite chez Hard Grand Prix. Allez, en vrai on va se démerder, on va aller faire une visite chez Hard Grand Prix et voir un petit peu tout ça. Donc voilà. Bon allez, je vous fais un petit débrief de ce qui se passe pour l'instant aujourd'hui, c'est totalement fou. Premièrement, entrer dans le paddock, donc ça déjà c'est un truc qui est assez attaqué, même si j'ai déjà fait une ou deux fois le paddock de Formule 1. On est rentré dans le garage, on s'est retrouvé en FP1, alors ça n'a pas roulé, ils ont fait un in-lap, un out-lap, ils n'ont pas beaucoup roulé parce que dans les conditions dans lesquelles était la piste, Fernando Alonso a dit, grosso modo, si on sort comme ça, en fait, genre la pluie sera pas la même pour la qualif et la course, quoi qu'il arrive, ça va pleuvoir différemment. Et on prend le risque de se mettre dans le mur et on l'a vu, Lance Stroll s'est mis dans le bac à gravier, au moins il n'a rien cassé, mais il s'est mis dans le bac à gravier à Copse. Donc typiquement ça n'a pas roulé en FP1, donc c'était compliqué de tester le nouveau floor, de tester un petit peu les nouveautés. Donc ils se sont servis forcément un peu de la FP2, ils se sont rendus compte qu'il y avait des cracks dans comment ça s'appelle, les ouïes de requin des pontons de la voiture. Et en fait les petites craquelures, ils ont voulu éviter de faire repartir Esteban et donc du coup de potentiellement perdre un sidepod comme c'est déjà arrivé notamment à Bahreïn cette année. Le nouveau fond plat, j'ai pas l'impression que ça fonctionne parce que dans la radio ça disait porpoising, donc marsouinage. La voiture, pas une bonne balance, pas d'amélioration de grip. Dans les virages moyenne vitesse, pas ouf. Dans les virages à forte vitesse, ça va à peu près. À Copse, on a vu Alonso beaucoup rebondir et ça allait peut-être un petit peu mieux chez Esteban, mais globalement, la pièce ne délivre pas la performance, j'ai l'impression, à laquelle ils s'attendaient. Donc là, ils sont juste au-dessus. Ils sont en train de savoir comment ça se passe. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est le ressenti du pilote à la sortie de la voiture. De prime abord, en fait, on peut en conclure que ça fonctionne pas. Mais c'est justement le but de la séance d'essai, collecter un maximum de données, de ressentis, et ensuite on va analyser et comprendre pourquoi on a ces ressentis pour ensuite corriger la voiture. Donc non,
En fait, le fond plat n'a pas forcément un problème, on a juste un premier retour d'expérience réel avec un réglage de la voiture qui est spécifique, de base on va dire. Maintenant, il faut qu'on regarde si la pièce avec les capteurs qu'on a dessus se comporte correctement par rapport à ce que l'on a vu en soufflerie et en CFD. Et ensuite, on va parler du réglage de la voiture en prenant en compte le ressenti du pilote pour essayer d'amener cette voiture dans le meilleur réglage pour que le pilote puisse la faire performer au mieux. Et tout ce travail, on le fait pendant 3 séances pour justement améliorer la performance et préparer qualif et course. Et honnêtement, depuis la FP1, alors plutôt la FP2 où ils ont vraiment commencé à travailler sur la voiture et sur ce nouveau fond plat, on a senti une amélioration de séance en séance en fait. Et c'est assez étrange parce que à chaque fois que ça revenait au stand, ça disait qu'on avait tel ou tel problème, ceci, cela, machin, etc. Et puis en fait, à chaque fois qu'on reprenait une séance, ça allait de mieux en mieux. Donc du coup, effectivement, tout le travail d'analyse, il se fait à huis clos, on va dire, avec les ingénieurs. Ça, j'ai pas pu être là pour vous montrer ça. Mais ça se fait à ce moment-là. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se dit toujours, ah oui, ils vont encore analyser ceci, cela, mais ça veut dire quoi concrètement? Et ouais, effectivement, il y a tout un travail qui est fait pour améliorer le réglage de la voiture et comprendre comment on peut mieux exploiter cette voiture. Tout ça pour terminer sur le fait qu'on était dans le garage, on a discuté avec David Gendry, qui est donc le DIRCOM d'Alpine, et Bruno Famin, qui s'occupe de la partie moteur, qui m'expliquait justement les radiateurs. Je suis passé en direct sur le live de la F1. Mec, mais c'est totalement fou. Donc du coup, le garage, j'ai eu le casque sur les oreilles pour entendre un petit peu les conversations radio entre l'ingé piste et Esteban Ocon et l'ingé piste et Fernando Alonso. Donc chacun son ingé évidemment. Autrement les gars, c'est fou. C'est juste un truc de malade mental. Genre, je sais pas quoi vous dire, c'est fou, c'est dingue. On a fait aussi le show and tell, qui est donc le moment où on regarde un petit peu les nouveautés des voitures, etc. Les nouveautés aérodynamiques visibles, où on demande au directeur technique généralement de nous expliquer comment ils ont amélioré la voiture et tout. Donc ça c'était trop cool. On a pu voir aussi les arrêts au stand, comment justement ils s'entraînaient pour pouvoir faire les arrêts au stand, comment ça se passait et tout. Donc c'est vraiment trop cool. Disneyland pour moi, quoi. Genre vraiment c'est un truc de malade mental. Donc, et on est vendredi, on n'est même pas samedi, on n'est même pas dimanche. J'ai vraiment hâte de faire la suite du week-end. Et puis ouais, c'est trop cool. C'est une dinguerie. Gros merci à Alpine. Il y a une complexité et surtout une organisation qu'on a du mal à soupçonner, où on se dit pourquoi ils font pas ça, ça paraît tellement logique et en fait il y a tellement de choses à prendre en compte que nous on ne voit pas et qu'on ne prend pas forcément ouais, tu te dis ouais mais pourquoi ils vont pas rouler, ils devraient apprendre quelque chose, machin, truc, et en fait non, pas du tout. Et même quand tu vois les mécanos dans le garage en train d'aller chercher des pièces, etc., quand l'ingé donne justement dire là faut que vous montiez les pneus intermédiaires, là faut que vous régliez l'arrière avec des petites cales et ce genre de choses. Ça, c'est des trucs qu'on n'entend pas et donc qui prennent du temps avant d'envoyer la voiture en piste, et en même temps, il faut respecter un temps de chauffe de la voiture, de la boîte de vitesse, etc. avant de l'envoyer. Enfin voilà, il y a plein de procédures qu'on ne connaît pas, qui sont incroyables et qui rendent la chose très complexe. Et l'exécuter parfaitement et rapidement, c'est ça qui fait la diff, je pense. L'expérience est folle. Elle est giga folle. Elle est incroyable. J'espère que je vous la partage bien. Moi, je suis en train de kiffer. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis en train de kiffer. Et ça, c'est top. Les pâtes à la carbonara sont absolument incroyables. C'est tout ce que je vais retenir de ce séjour, les pâtes à la carbonara chez Alpine. Le reste, on s'en fout. Il y a un truc que j'ai spoté justement en sortie de garage, je sais plus si c'était FP2 ou FP3, mais j'ai remarqué qu'en fait, un des mécanos de Esteban Ocon était en fait une femme. Du coup, je trouvais ça assez intéressant, assez intriguant. Elle s'appelle Ellie, j'ai pas pu vous faire l'interview de cette mécanicienne qui aussi fait ce qu'on appelle du composite, donc c'est elle qui fabrique du carbone entre guillemets à l'usine d'Enstone. Par contre, je suis allé voir du coup la DRH d'Alpine tout simplement, pour lui poser un petit peu 2-3 petites questions justement sur les femmes au sein d'une équipe de Formule 1, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très commun. Je voulais en apprendre un petit peu plus et je pense que quoi qu'il arrive, c'est un sujet qui mérite d'être un petit peu creusé. Donc ouais, c'est toujours un petit peu intéressant. Tu m'as dit qu'il y avait 40% de femmes qui avaient regardé Netflix sur l'audience. Exactement, l'audience globale sur Drive to Survive, 40% sont des femmes. Ok. J'ai vu qu'il y avait une femme qui était donc mécanicienne et pas que, d'Esteban Ocon dans le garage. Ellie, ouais, okay. elle est technicienne composite. Donc elle fabrique du carbone. Comme ses collègues, elle fabrique les pièces de carbone et elle construit la voiture.
et reconstruit, déconstruit la voiture d'Esteban pendant une journée de Grand Prix. Et le week-end, on le fait à plusieurs reprises. Donc pendant le week-end, elle fait ça. Et sur la course, elle fait aussi partie du pit crew. Donc à chaque pit stop, elle est là. Alors tout le monde ne change pas les pneus, mais elle a sa place dans l'équipe. Ouais, exactement. Et elle est celle qui a la sucette. Ah, d'accord, ok. La Lollipop Woman. Comme. Exactement. Okay. Enfin, le vrai sujet de la diversité et la diversité de genre, en tous les cas, dans l'industrie automobile, en particulier dans la F1, c'est le pool de candidates. En fait, on a un tout petit. Faut aller à la racine du problème. Il y a un tout petit nombre de femmes. Donc aujourd'hui, quand je mets en ligne même un stage chez Alpine dans l'écurie de F1, je vais avoir à peu près 85% des candidatures qui vont être. J'aurais pensé que c'était plus. Masculine et 15, et on arrive petit à petit là en ce moment à Enstone sur les stagiaires, on arrive à faire pratiquement 40-60, mais parce que c'est nous qui allons dans les écoles. On est associé avec la FIA sur le programme Girls on Track et en fait on va dans les écoles récupérer tous les CV des jeunes filles, leur dire c'est possible, on y va pour étendre le pool de candidats, parce que après quand vous allez voir un manager, il dit bah voilà, t'as 8 ou 10 CV, t'as 8 garçons, même 9 la plupart du temps, et un CV de fille. Il n'y a pas d'égalité des chances au départ. Ouais. Et c'est pas forcément, on n'est pas dans une logique de quota, il faut qu'il y ait moitié d'hommes, moitié de femmes dans l'écurie Alpine. Non, mais en fait, tout se joue dans les candidats. Il faut que dans les candidats, le manager il puisse choisir dans les meilleurs. Et dans les meilleurs, il faut qu'il ait le pool le plus représentatif de l'humanité. Et a priori, c'est 50-50, hein, les hommes et les femmes, à peu près. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de rôle modèle. Si on reprend Netflix, sur les 4 saison de Netflix, il y a 7 minutes où on voit des femmes. Même une jeune fille, on parlait tout à l'heure, oh, j'ose pas envoyer mon CV, la F1 c'est très élitiste, etc. Donc en plus, quand on est une jeune fille et qu'on se dit encore plus fort, on dit bah, donc non seulement c'est la F1, on n'est pas nombreux à pouvoir y accéder, mais en plus je vois, il n'y a pas de femmes, je n'en vois pas. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas possible. Donc il y a, là, et c'est plutôt culturel et sociétal, il y a un vrai enjeu de dire mais si, c'est possible, il y a des femmes, et c'est pour ça aussi qu'on lance ce programme. L'idée c'est pas peut-être d'atteindre 55 ans, ça serait ridicule, on est sur la méritocratie, pas sur du chiffre, mais voilà, petit à petit d'avoir de plus en plus de femmes, ça permet aussi aux jeunes filles, c'est un des types aussi, de croire un peu plus en leurs rêves. La réflexion d'Alpine et de Claire, c'est d'élargir le nombre de candidatures féminines. Alors, pour résumer et pour bien faire comprendre, c'est pas que sur 10 candidatures, on est 5 femmes, 5 hommes au lieu de 9 hommes, 1 femme, mais plutôt 10 hommes et 10 femmes. En fait, les femmes ne sont pas là pour prendre une place, mais on doit créer une place pour elles. Et du coup, ce qui fait encore plus plaisir, moi de mon côté, c'est que derrière, ce n'est pas juste une question de quota, bien au contraire, et surtout en Formule 1, ou dans un domaine où la compétition est vraiment ultra acharnée, parce que là, on est vraiment dans un sport au final, eh ben, on veut les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Élargir et diversifier le nombre de candidats augmente les chances de trouver la meilleure personne pour le job, et donc pour pouvoir bien performer. D'où le fait finalement d'aller directement à la source du problème, c'est-à-dire au moment où les jeunes commencent à s'orienter et à faire des choix pour leur future carrière. C'est ce que Alpine fait avec leur nouveau programme Racer. Alors je vous en dis pas spécialement plus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve que le sujet est vraiment intéressant et j'aimerais faire une interview beaucoup plus complète avec Claire, tout en prenant vos questions pour que je les lui pose sur le sujet du recrutement en F1, comment faire, quelles sont les attentes, les challenges que les candidats peuvent rencontrer, que vous soyez fille ou garçon. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire, il n'y a pas de questions bêtes, je me dis que ça peut être giga cool pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la F1. Donc c'est le moment d'avoir toutes les questions que j'essaierai de poser à Claire. Alors regardez, on a les camions Alpine. Les camions Alpine, c'est des camions Renault, donc ça c'est pas un souci. Il y a une petite dizaine quand même des camions Alpine. Ça fait un petit paquet de camions, hein. Des petits semis, donc c'est là-dessus qu'on vient mettre tout ce dont on se sert pour le motorhome, des pièces, tout ce qui est pour, on va dire, comment ça s'appelle, les camions, enfin l'endroit où il y a les ingénieurs si vous préférez. Oh, ils ont fait les gamins. Je crois que le partenariat Renault-Red Bull s'est toujours pas bien passé. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. C'est un camion Renault sans le logo Renault. Je sais pas s'ils ont le seum, mais un camion Renault sans le logo Renault chez Red Bull. Tout simplement. Voilà, on va faire une petite visite du motorhome Alpine. Là où on invite les guests, là où dînent et mangent les mécanos, ceux qui travaillent, les ingés, tous ceux qui sont sur la piste. On va rentrer.
Déjà là, on va pouvoir boire la fameuse eau WT. Donc soit vous avez de l'eau gazeuse, de l'eau normale. De ce côté-là, c'est généralement ici que vient Esteban ou Fernando ou même Otmar pour faire les interviews avec la presse écrite notamment. Donc on a les journalistes qui s'assoient autour de la table, ça fait une petite table un petit peu plus à part de tout le reste du motorhome. Donc ici on peut effectivement tranquillement faire les petites interviews. Tout le reste c'est de la table. On a probablement l'une des meilleures cuisines du paddock. Ici, c'est là où monte Esteban, c'est là où il y a d'autres choses, mais ça, j'ai pas trop le droit de vous le montrer. La cuisine ici. Pour l'instant, il n'y a personne qui est arrivé, mais je peux vous dire que c'est la meilleure cuisine du paddock. On a le buffet, café, la Formule 3 qui roule, les céréales si vous avez faim, les toilettes, important. Et puis là, on a quelques bureaux justement pour pouvoir travailler. Il n'y a pas que effectivement les mécanos, etc. Il y a tout ce qui est marketing qui peut travailler ici. De l'autre côté, vous avez vu juste derrière le frigo, en fait, il y a des petits escaliers pour pouvoir monter. Du côté droit, c'est Fernando. Du côté gauche, là-bas, c'est Esteban. Alors, la dernière fois, ici, je crois qu'il y avait eu le trophée du Grand Prix de Hongrie, gagné par Esteban Ocon l'année dernière. Là, ça, c'est une combinaison spéciale, je crois qu'ils avaient pour Monaco, il me semble. Ça, c'est la combinaison normale. Là, on a la casquette spéciale Silverstone. Voilà, ce petit objet de déco. Et puis là, je crois qu'on a les petites chaussures de Fernando. Très joli. Puis là, on a un coin un petit peu plus chill où on peut s'asseoir tranquillement, un petit peu comme de l'autre côté, mais c'est un peu sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble finalement. Un paddock, c'est pas très grand. Mais il y a de quoi faire, quoi. Bon alors, évidemment, j'ai le casque sur les oreilles, donc ça me coupe vachement du bruit ambiant et j'oublie qu'il faut que je gueule comme jamais pour que ça se passe bien dans le micro, quoi, grosso modo. Donc bon, désolé. En fait, la qualif se prépare, la pluie commence à tomber et contrairement à ce que j'avais compris, on préfère laisser tout le monde sortir car on considère que les conditions vont s'améliorer. Donc on est au plus fort de l'orage, entre guillemets, et donc ça sert à rien de prendre trop de risques en début de séance. Et donc on parie sur le fait que la piste va s'améliorer, qu'on aura de meilleurs pneus intermédiaires pour le reste de la Q1, ce qui peut être tout de même un avantage. Risqué si jamais on a des drapeaux jaunes, un drapeau rouge, et que ça part dans tous les sens, on peut se faire avoir évidemment et ne pas passer en Q2. Donc il y a toujours un risque à faire ça. Bon alors, débrief de la Q1 très rapidement. Ils sont partis beaucoup plus tard que tout le monde pour laisser aux soins des autres pilotes de tout simplement nettoyer la piste. Du coup, ils ont pu enchaîner pas mal de tours. Ça a été des push laps quasiment à chaque fois. Il y a juste peut-être sur une ou deux tentatives où on a fait un cool lap. Donc un tour de refroidissement entre guillemets. Il faut quand même garder pas mal de température dans la voiture et dans les pneus. C'est parti pour la Q2. On a ramené les pneus directement à l'emplacement des voitures parce qu'on va peut-être même faire des pit stops directement pour chausser des pneus neufs si jamais on a besoin de retrouver de la performance et d'améliorer la voiture. Donc let's go. Pas mal de tension mine de rien. Tout le monde est très calme, mais il y avait un soulagement quand même de passer justement en Q2 parce que ça n'a pas été le cas pour Vettel qui avait l'air très déçu en tout cas dans le garage. Bon alors pour vous la faire courte sur la Q2, Esteban a un problème de power unit. Ils sont en train d'analyser justement ce que c'est. Fernando il a réussi à le temps. Il a passé en Q3, donc là il vient de repartir. On lui a passé aussi des nouveaux pneus en fin de relais. Et je crois que Esteban se plaignait aussi un petit peu de la balance de la voiture, notamment parce qu'ils ont remis un peu de flap entre la Q1 et la Q2. Du coup, c'est passé d'un comportement un peu sous vireur à un comportement un peu trop sur vireur. Du coup, il avait un peu plus de mal dans certains virages. Donc voilà, là c'est parti pour la Q3 avec Fernando dedans. Donc ça c'est plutôt positif. Ouais, voilà, pole position de Carlos Sainz. Évidemment, je parie toujours sur le mauvais gars. Fernando Alonso P7 au final, donc ça a pas trop mal roulé. Ça aurait pu peut-être faire mieux, peut-être que finalement il fallait repasser par les stands, chausser des pneus neufs, je sais pas. Mais je crois que les conditions se sont peut-être un petit peu empirées à la fin. Bon une belle qualif de la part de Fernando, problème de puissance pour Esteban pour le moment. C'est pas la même chose de vivre la qualif dans le garage et de la vivre à la télé ou en ayant les commentaires avisés d'un Julien Febvre ou d'un Gaëtan Vigneron comme vous voulez. Donc ouais,
C'était assez cool. Du coup, maintenant, bah, ouais, je vais retourner au motorhome prendre un chocolat chaud parce que là, ton frère, il caille sa race. Vraiment, il caille sa mère. Il caille sa mère de ouf. Maintenant, il reste toute la course de demain. Et ça, c'est un autre taf, les gars. Ça, c'est un vrai autre taf. C'est le jour de course aujourd'hui à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, P15 pour Esteban Ocon sur la grille, donc pas ouf. C'est dommage, il fait beau, donc forcément, ça va un peu être un petit peu moins sympa, on va dire, que s'il avait plu, parce que là il y aurait eu plus d'opportunités probablement à aller chercher. P7 pour Fernando, donc là pareil, je pense que ça va être intéressant. Ils ont fait les long runs sur les softs en FP3, donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de rythme de course, etc. Mais ça avait l'air pas trop mal, on verra vraiment comment ça se passe. C'est la fin de l'expérience là, on commence doucement à approcher de la fin. Franchement, j'ai découvert 1 milliard de trucs. J'ai pu voir tellement de coulisses, donc gros merci à Alpine. C'est pas encore terminé, mais être dans le garage, de voir tout ce qui se passe, d'entendre les ingénieurs parler à Fernando et à Esteban, parler un petit peu à Esteban, d'aller voir aussi le directeur technique, d'aller voir Bruno Famin, Audrey aussi qui parle justement de toute la partie moteur, MGUK et tout. Je trouve ça tellement intéressant, tellement dingue. Il y aura plein d'autres interviews qui vont être beaucoup plus longues, je pense, et où on va prendre vraiment le temps de faire les choses, de prendre le temps de dire les choses aussi. Mais vraiment, c'est incroyable et surtout, je pense qu'on va terminer en beauté. Parce que j'ai ça. C'est le pass pour aller sur la grille directement. Je vais faire le grid walk. Alors, je crois que j'aurais probablement pas le droit de filmer à mon avis, donc je vais pas pouvoir vous rapporter grand chose, mais juste l'expérience va être dingue. Je vous la raconterai quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de faire un truc. Mais je vais vous raconter cette expérience parce que en fait ce qui est très frustrant, c'est que je peux pas tout filmer, ça c'est normal. Je peux pas vous filmer le moteur, je peux pas vous filmer les télémétries et tout parce que bah non. Mais juste déjà de vous raconter l'expérience, je trouve ça vraiment incroyable. Donc gros merci à Alpine encore une fois de m'avoir invité. Je crois que c'est la première fois qu'ils font quelque chose avec un créateur de contenu, avec un youtubeur. Donc du coup gros merci à eux et j'espère que le vlog ne déçoit pas pour le moment. On va y avoir plein d'autres contenus autour du Grand Prix de Silverstone parce que il y a 1 milliard de trucs à raconter, donc c'est trop cool. Il est tôt le matin, on va aller prendre un petit déj et puis après bah, la journée va tranquillement monter en pression. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça se passe un dimanche dans le paddock et hâte que le Grand Prix commence évidemment. Voilà, on se balade un petit peu dans le paddock, il y a beaucoup de monde. On est dimanche, il est 11 h à peu près. Beaucoup de monde dans le paddock, ça fait plaisir. Ici on a Pirelli qui est en train de faire les pneus. Avec de la paraffine et tout. Donc là, ouais, les pilotes sont arrivés déjà, je crois. En tout cas, ils arrivent petit à petit. Il y a de plus en plus de guests qui arrivent, donc c'est vraiment très cool. Une des entrées du paddock, là où arrivent notamment les pilotes. On passe devant chez Ferrari. Beaucoup de monde sur ce Grand Prix de Silverstone. C'est un des plus gros Grands Prix de la saison en termes de spectateurs, donc forcément, ça prend pas mal, quoi. On est à quoi, 4 heures du départ à peu près. On va faire le grid walk, j'ai interdiction de filmer quoi que ce soit, donc sorry les bros. Et sinon j'ai pas vu grand monde, en vrai je suis pas mal resté chez Alpine évidemment, mais c'est l'occasion de faire toujours un petit tour pour voir un petit peu ce qui se passe. On passe devant chez Mercedes. Ah, il y a du monde à la buvette aussi. Il y a toujours un petit coin dans le paddock où on peut un petit peu justement se rassasier, se poser, regarder la Formule 2 par exemple qui est en train de se terminer. Donc ouais, c'est toujours très sympa. Quand on arrive sur la grille, c'est blindé sur les 3 premières lignes, c'est impossible de passer, faut forcer de ouf. Je sais même pas comment les gens arrivent à ne pas se retrouver sur les voitures, les mécanos font vraiment les gardes du corps. Et t'inquiète pas, ils vont pas hésiter à te péter la gueule pour le coup, parce que là, bah, y a quand même des millions en jeu, mine de rien. Donc ouais, faut faire gaffe un peu. Alors d'un coup, je vois un super gros mouvement de foule, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois un gars visiblement un peu jeune, qui avait l'air super sympa, que tout le monde est en train de vouloir toucher, limite. Boum. Je viens de voir Tom Cruise. Le gars est giga fit, t'as l'impression qu'il a à peine 40 ans, c'est hallucinant. Genre comme s'il y avait un filtre Instagram sur sa tête en permanence, c'est incroyable. Alors c'est pas tant de le voir qui me touche, parce que bah, j'aime bien Tom Cruise en général, c'est du bon divertissement ces films, mais juste de me dire que je me trouve sur une grille de F1 avec lui qui est pas loin, de ouf quand même. Alors de mon côté, je me presse de sortir de cette foule et j'émerge vers la voiture de Russell à peu près. Et la grille devient de plus en plus vide de VIP, plus légère, avec quasiment seulement les mécanos à côté des voitures. Et moi je suis au milieu. Je descends pour aller voir Alonso puis Esteban Ocon.
en passant par toutes les voitures, je m'approche, je regarde les détails des fonds plats. Et là, en fait, je saisis l'énorme différence d'un gridwalk plus commun avec des GT par exemple. Alors quand on voit toutes les F1, elles apparaissent à la fois énormes et super petites, féroces. Tu sens que va se passer un truc un peu exceptionnel, qui est tout simplement un départ en Formule 1. Toute la grille, elle est là, toutes les voitures sont là, c'est l'aboutissement de tous les efforts qui sont présents là, à cet instant, sur ce tarmac. Et juste ça se ressent vraiment. Il n'y a pas forcément une énorme tension, mais il y a beaucoup de sérieux et de concentration. Il va se passer un truc de ouf, quoi. Et quand je dis il va se passer un truc de ouf, c'est pas genre le crash du premier virage, c'est on va disputer un Grand Prix de Formule 1. Il se passe un truc. La grosse sirène sonne, signe qu'il faut partir de cette grille, et finalement, bon bah, je reste un peu au chevet de l'Alpine d'Alonso. Alors forcément, en portant les couleurs Alpine, je passe un peu inaperçu pour la sécurité pour me faire sortir. Je vous rassure, finalement, je me fais quand même gentiment attraper. Là, ça rigole vraiment plus, en fait. Il y a vraiment des procédures qui sont très strictes pour la sécurité de tout le monde. Donc il faut rentrer. Les équipes peuvent pas envoyer tous les VIP sur la grille, donc je fais partie de 4 chanceux de chez Alpine qui ont pu aller sur la grille. J'ai profité de chaque seconde de ce moment incroyable, c'était juste magique. Derrière, retour au garage par la voie des stands en faisant attention de ne pas se faire écraser par des pneus ou des mécanos qui courent un petit peu dans tous les sens pour enfin aller voir le départ de ce Grand Prix. Bon alors j'ai rien filmé de la course, j'ai rien filmé du départ, je voulais profiter finalement à fond. L'atmosphère dans le garage était serein en quelque sorte, forcément un petit peu inquiet pour Guanyu Zhou puisqu'on ne voyait pas de replay, mais le fait de devoir tenir la concentration, d'anticiper la reprise, de ce qu'il fallait bien faire, de réparer la voiture d'Ocon, bah, tout ça, ça occupait suffisamment l'esprit, tout en se disant que bah, les commissaires s'occupaient bien du pilote chinois, en espérant que tout aille bien. Alors la course reprend, les premiers événements arrivent, Verstappen passe, puis Sainz repasse, puis Hamilton enchaîne les meilleurs tours, jusqu'à ce que bah, il soit l'heure de partir du circuit pour rentrer à la maison. Ça y est, on part avant la fin de la course, mais c'est comme ça, il faut rentrer à Paris, et oui, même si on a vu une belle course pour le moment, et ça c'est plutôt cool, on va la regarder dans le van pour l'aéroport, magnifique, et on aura tous les teams radio, pas ceux d'Alpine, mais tous les teams radio. Eh oui, ça fait toujours mal de pas rester jusqu'au bout, surtout vu le Grand Prix pour le coup, et les festivités qu'il y a dû y avoir après, mais j'avais des obligations, et vu l'organisation du trafic anglais et de l'aéroport d'Heathrow, qui est tout simplement calamiteuse, bah pour aller choper un avion qui, en plus, est retardé. J'ai vu la fin du Grand Prix à la télé, un petit peu comme tout le monde, quand la 4G voulait bien, finalement, se mettre en route dans la campagne anglaise. J'ai surkiffé ce week-end. J'ai appris énormément de choses, et pour être honnête avec vous, ça m'a conforté dans des idées de projets pour plus tard. Ce sport auto, c'est juste trop cool, quoi. C'est tout. C'est incroyable. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est toujours difficile de pouvoir filmer une expérience de l'intérieur en F1. Juste pour rappel, en 2014, on interdisait encore à Lewis Hamilton de prendre des snaps dans le paddock, par exemple. Donc je suis quand même super heureux d'avoir pu vous montrer peut-être pas mal de choses quand même et de vous raconter un petit peu cette expérience. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore un gros merci à Alpine pour ce cadeau. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ça, c'est sûr et certain. C'était ouf.